Le conseil génétique dans les amyloses cardiaques à transthyrétine du sujet d'origine africaine ou le conseil génétique chez les patients qui sont porteurs de la mutation valine 122 isoleucine. Je crois que c'est très important dans l'amylose de comprendre que ce conseil génétique et l'information qu'on donne aux patients va être excessivement dépendant de la mutation. Chez les patients qui ont la mutation valine 122 isoleucine, donc la mutation qui est connue chez les Africains, il faut savoir donc que cette mutation est une mutation donc, principalement africaine qui vient du peuple non-bantou. Et ce peuple non-bantou est remonté dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, qui ont donc eu des liens avec la France. Et beaucoup de patients, enfin beaucoup de sujets ont été bien sûr emmenés aux Antilles de ces pays et sont également porteurs de cette mutation. Donc cette mutation, valine 122 isoleucine, qui peut donner des amyloses, elle est présente chez 4% des sujets africains qui viennent de ces pays. C'est-à-dire que 4% de la population est porteur de cette mutation. Et c'est un cas vraiment qui est quelque chose qui est très important de comprendre, c'est-à-dire qu'évidemment, pas 4% de la population va développer une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc dans cette mutation précise, la pénétrance, c'est-à-dire quand vous avez la mutation, le pourcentage de personnes qui développent la maladie n'est pas connu. Donc cette mutation est plus un facteur de risque en fait d'amylose, plus qu'une véritable maladie génétique. Mais pour autant, on ne sait pas qui va développer la maladie lorsqu'on a cette mutation. Donc cette information est importante de donner aux familles. C'est d'abord de les rassurer par rapport à cette mutation. Pour quand on voit des enfants donc, qui viennent faire le conseil génétique et qui ont un parent qui a déjà cette mutation, qui est suivi, qui est traité, etc., il faut les rassurer en leur disant que tout d'abord, ce n'est pas parce qu'ils auront la mutation qu'ils auront à coup sûr la maladie et on ne connaît pas quel est ce risque de développer la maladie. Donc cette mutation est probablement un facteur de risque d'amylose. On va la retrouver chez un enfant sur deux, statistiquement. Et donc il faut les informer qu'ils ne vont pas développer la maladie et qu'ils développeront la maladie s'ils la développent après 50 ans, sachant que le plus souvent, les patients développent la maladie vers 70-75 ans. Donc qu'est-ce qu'on recommande? Comment on évalue ces patients, les sujets en fait sains qui ont cette mutation? Donc tout d'abord, on ne fait pas test chez les mineurs, bien sûr. On va attendre que les patients soient majeurs, on va leur donner l'information et globalement, il n'y a pas forcément lieu de faire le test avant 50 ans. Donc on propose généralement de faire le test entre 40 et 50 ans puisque la maladie va se développer après 50 ans. Donc quand on fait le conseil génétique chez ces patients, on leur recommande plutôt de venir entre 40 et 50 ans. Évidemment, s'ils veulent faire le test avant, dans cette mutation bien précise, on va leur proposer bien sûr, on va accepter de le faire, mais on va plutôt leur recommander de le faire entre 40 et 50 ans. Si le test est positif, on va leur faire un examen clinique, un électrocardiogramme, et s'ils sont entre 40 et 50 ans, leur proposer vers 50 ans, 45-50, de faire un bilan cardiologique qui va comporter donc un électrocardiogramme, une prise de sang avec les marqueurs NT-proBNP, troponine, bien sûr la prise de sang classique, ionogramme, etc., une échographie cardiaque avec mesure de strain, une IRM cardiaque et une scintigraphie avec un marqueur osseux, un traceur osseux, de façon à aller rechercher la fixation cardiaque. Ça dans l'optique d'avoir un bilan basal, donc vers la cinquantaine, qui sera le plus souvent normal. S'il n'y a aucune anomalie à aucun de ces examens, on va pouvoir proposer de voir le patient tous les 3 ans en lui enseignant les signes d'alerte, l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes, la fatigue et POF, la survenue de picotement au niveau des mains, de fourmis éventuellement au niveau des pieds, et de revenir nous voir éventuellement s'il y a une crainte, une peur ou s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaisse sur les symptômes EPOF ou une arythmie. Voilà. Et on verra le patient tous les 3 ans avec simplement une prise de sang, un électrocardiogramme et au moindre doute, on fera une échographie, une IRM, éventuellement une scintigraphie. Le but étant bien sûr de ne pas rater le début de la maladie. Mais vous voyez que dans cette mutation, quand on commence à voir les familles à 50 ans, vous voyez que c'est dans 20 ans probablement qu'ils développeront la maladie, mais on ne veut pas passer à côté des formes précoces, puisqu'on a maintenant un traitement qui marche et qu'on sait que ce traitement marche dès la phase initiale de la maladie, et c'est là où il aura le meilleur impact, et il ne faut pas donc rater le coche de la mise en route du traitement. Donc on débutera le traitement, non pas quand on a la mutation, c'est quand la maladie sera débutée, et on commencera donc à ce moment-là, pour l'instant, le traitement qu'on a, le tafamidis, à partir du moment où on aura un patient symptomatique avec une preuve qu'il a des dépôts à la scintigraphie
notamment, ou lors d'une biopsie extracardiaque, mais en cardiologie, le plus simple étant de faire la scintigraphie dans le cadre de cette mutation. Donc le conseil génétique, il est spécifique à chaque type de mutation. C'est pour ça que c'est probablement important que ce soit les centres de référence qui s'occupent du conseil génétique pour vraiment adapter l'information et la prise en charge du patient à chaque mutation dans le gène de la transthyrétine. Et cette information est donc très différente d'une mutation à l'autre.